Merci. Bon, du coup, je ne me présente pas, c'est fait. Et j'attaque directement perception de l'espace sonore. Alors, comme c'est une conférence qui se veut grand public, pendant les 5 premières minutes, je vais juste expliquer ce qu'est le son. Et je vais l'expliquer avec les mains. Alors, s'il y a des physiciens, vous étranglez pas dans la salle. Voilà une abeille. Cette abeille, elle bat des ailes. Ces ailes font des allers-retours avec une vitesse VL. Sur les ailes de l'abeille, il y a des particules d'air qui sont collées aux ailes. L'aile va embarquer la particule d'air qui lui est collée. Et puis la particule d'air qui est collée à la particule d'air qui est collée à l'aile va elle-même bouger. Et puis finalement, deux particules d'air collées à la particule d'air suivante, on va avoir les tranches d'air qui vont vibrer l'une à côté de l'autre. Alors, les tranches d'air successives vont se mettre à vibrer. On a un déplacement de cette vibration, déplacement de cette onde, puisqu'il s'agit d'une onde sonore. Alors, le son se déplace à 340 mètres à la seconde. Cette onde sonore se déplace jusqu'à notre oreille. Elle va rentrer dans notre conduit auditif et puis elle va venir appuyer sur le tympan. Le tympan va vibrer, va entraîner les osselets, va faire osselets qui vont venir s'enfoncer à l'intérieur de la cochlée. Dans la cochlée, l'oreille interne, il va y avoir un liquide qui va se mettre en mouvement, ça va faire vibrer une membrane dans la cochlée qui s'appelle la membrane basilaire. Sur cette membrane basilaire, il y a les fameuses cellules ciliées qui vont transformer l'énergie acoustique à l'intérieur de la cochlée en petites impulsions électriques qui vont partir dans le nerf auditif jusqu'au cerveau, une zone du cerveau qui s'appelle le cortex auditif, qui est chargé du traitement de l'information sonore. Alors, notre abeille bat des ailes. Alors, imaginons que ma main, ce soit l'aile de l'abeille. L'aile de l'abeille fait ça. Et donc, vous voyez ma souris, l'aile de l'abeille fait ça, elle monte, là elle ralentit, elle part dans l'autre sens, elle descend, ça va vite, elle ralentit, elle part dans l'autre sens, ça va vite, elle remonte, elle ralentit, elle repart dans l'autre sens, etc. Donc elle fait un truc comme ça, un mouvement qu'on va appeler sinusoïdal. Donc là je suis en train de raconter un gros mensonge, une abeille ça ne fait pas des sinus. Mais admettons que si. On appelle ça un signal périodique. Un signal périodique parce que finalement, cette espèce de S renversé, là, il se reproduit plusieurs fois. Et ce qu'on appelle la période, c'est la longueur du schéma primaire, quoi, du petit dessin, du S. Donc cette longueur, en fait, c'est le temps, cette période T, c'est le temps que met l'aile de l'abeille pour monter, redescendre et revenir à sa position de départ. Donc cette période, c'est en secondes. Et alors, si on prend l'inverse de la période, ça donne la fréquence qui se mesure en Hertz. Si la période est longue, on va avoir une fréquence basse, une faible fréquence, et nous, d'un point de vue perceptif, on va interpréter ça comme quelque chose de grave. Si la période est moyenne, on aura une fréquence 1 sur la période moyenne, et on va avoir l'impression que c'est une fréquence médium. Si au contraire la période est très petite, on va avoir une haute fréquence, et haute fréquence, ça va être perçu pour nous comme un son aigu. L'abeille ne génère pas un sinus. En fait, les ailes de l'abeille ne vibrent pas en sinus, sinon les abeilles auront un bruit de diapason. Le diapason, ça fait un sinus. Les ailes de l'abeille, comme la plupart des sources qui nous entourent, génère un son qui est une somme de sinus. Et finalement, cette somme de sinus, de différentes fréquences, de différentes amplitudes et plus ou moins retardées dans le temps, ça va fabriquer un son complexe dont le contenu fréquentiel, donc ce qu'on appelle le spectre, donc contenu fréquentiel, on a ici en abscisse les différentes fréquences et en ordonnée les différentes amplitudes pour les différentes fréquences. Ce spectre va en grande partie définir le timbre du son. Il n'y a pas que le spectre qui définit le timbre du son, mais ça en est en grande partie responsable. Donc finalement, le battement d'aile de notre abeille, ça ressemble un peu plus à cette figure-là qu'à un simple sinus, à vrai dire. Un simple sinus, on aurait juste une raie fréquentielle. Bon. Notre onde sonore arrive jusqu'à notre oreille, jusqu'à notre système auditif. Le système auditif périphérique, donc c'est ce qui n'est pas le cerveau, se décompose en 3 parties. L'oreille externe, le pavillon et le conduit auditif. Alors le pavillon, on va en reparler tout à l'heure, il joue un rôle important dans la localisation sonore. Le conduit auditif, dans lequel l'onde va se déplacer jusqu'à arriver au tympan.
Le tympan va vibrer sous la pression de l'air. À l'intérieur du tympan est inclus le manche du marteau, le premier osselet. Le marteau va donc se mettre à vibrer, va entraîner avec lui l'enclume, le deuxième osselet, qui va entraîner avec elle le troisième osselet, l'étrier. L'étrier vibre à l'entrée de la cochlée. Donc la cochlée, c'est l'oreille interne, ici en bleu. Le liquide à l'intérieur de la cochlée est mis en mouvement. Ça fait vibrer la membrane basilaire, les cellules ciliées, qui envoient un message dans le nerf auditif, acheminé au cerveau. Et oh, là, il se passe quelque chose, j'entends quelque chose. J'en viens à la perception spatiale. Alors, voilà un bonhomme. Ça, c'est les oreilles. Et ça, c'est le nez. Donc, il regarde vers le bas. On a un violon qui est pile devant le bonhomme. C'est-à-dire que le violon, le son créé par le violon, va arriver en même temps à l'oreille gauche et à l'oreille droite, puisque la distance entre la source et chacune des oreilles, c'est la même. Donc, la différence de temps d'arrivée, l'interaural time difference, ITD, entre les deux oreilles, elle est nulle. Alors, notre système auditif, plutôt de haut niveau, ça se passe plutôt dans le cortex, va interpréter ça et va dire, OK, si la différence de temps d'arrivée entre les deux oreilles est nulle, c'est que la source est devant moi. Au contraire, ma trompette, là, qui est partie sur la gauche, elle est plus proche de l'oreille gauche que de l'oreille droite. Donc elle va arriver sur l'oreille gauche avant d'arriver sur l'oreille droite. Et mon système auditif va dire, OK, ça arrive avant sur l'oreille gauche, donc la trompette est à gauche. Et plus la trompette va arriver en avance sur l'oreille gauche, et plus notre système auditif va comprendre que la trompette se déplace comme ça. Mais alors imaginons maintenant que la trompette se déplace comme ça, donc l'ITD grandit, 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 grandit. Là, elle est max, et là, elle va recommencer à diminuer. En fait, la trompette avec le trajet vert et la trompette avec le trajet rouge ont la même différence de temps d'arrivée entre les deux oreilles. C'est-à-dire que mon système auditif ne va pas pouvoir exploiter cet indice-là pour savoir si la trompette est plutôt là ou la trompette est plutôt là. À vrai dire, la question ne se pose même pas entre là et là, elle se pose sur toute cette ligne-là, tout ce cercle. En fait, sur tout ce cercle, la différence de temps d'arrivée entre les deux oreilles est identique. Alors on appelle ça un cône de confusion. À vrai dire, ce n'est pas véritablement un cône, ce serait un cône si notre tête était vraiment une boule. Comme notre tête est un petit peu longiligne, c'est plutôt des sortes d'ovales. Voilà. À ces cônes de confusion près, l'ITD nous permet de localiser une source en azimut. Je suis capable de dire si la source est là, 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 grâce à l'interprétation de la différence de temps d'arrivée entre les deux oreilles. Juste le problème, c'est que je ne sais pas si la source est ici ou derrière. Cet ITD, ça marche pour les fréquences inférieures, c'est une erreur, ça, à 1,5 kHz. Au-dessus, ça ne marche plus très bien. Il y a un autre indice qui marche au-dessus, c'est l'ILD, l'Interaural Level Difference, la différence de niveau entre les deux oreilles. Je reprends mon violon qui est devant le bonhomme. Ce violon va arriver exactement avec le même volume à l'oreille gauche et à l'oreille droite, puisqu'il est au centre. En revanche, ma trompette, qui est plus proche de l'oreille gauche, va arriver plus forte à l'oreille gauche qu'à l'oreille droite. Alors évidemment, la différence de volume n'est pas très grande, mais cette petite différence de volume suffit à mon cerveau pour dire « Ok, c'est plus fort ici, donc la trompette, elle vient de gauche ». Et la différence de volume entre les deux oreilles va être d'autant plus importante que la trompette arrive ici. Mais à nouveau, si la trompette repasse à l'arrière, cette différence de volume, elle va à nouveau devenir plus petite, exactement comme l'ITD. Alors, à vrai dire, pour l'ITD, on avait vraiment une symétrie ici. Pour l'ILD, on n'a pas tout à fait une symétrie. En fait, les cônes de confusion dont je parlais tout à l'heure pour l'ITD, ce n'est pas vraiment des cônes pour l'ILD. La raison de ça, c'est que nos pavillons sont complètement asymétriques. Enfin, c'est une des raisons. Voilà. Donc, l'ILD est utile pour localiser les sources en azimut pour les fréquences supérieures à 1,5 kHz, donc typiquement là où l'ITD ne fonctionne plus. Alors finalement, dans la nature, la plupart des sources possèdent à la fois des fréquences inférieures à 1,5 kg et des fréquences supérieures. À ce moment-là, c'est plutôt l'ITD qui prend le dessus sur l'ILD. Voilà. Bon,
si j'essaye de conclure cette localisation en azimut, j'ai l'ITD pour les basses fréquences, l'ILD pour les basses fréquences. Alors on appelle ça des indices interauraux puisqu'on exploite la différence entre les deux oreilles. Ces indices interauraux nous permettent de localiser complètement sur le plan, en azimut. On a quand même le problème des cônes de confusion et du coup des inversions avant-arrière qui ne sont pas levées, qui ne sont pas réglées, on ne sait pas répondre à ça avec l'ITD et l'ILD. En fait, il nous faudra un autre indice. Eh bien, on a un autre indice. Les indices spectraux. Si j'ai une source qui arrive ici, cette source va arriver sur mon corps, et mon corps, mon torse, ma tête, mes pavillons vont filtrer ce son. C'est-à-dire que les différentes parties de mon corps vont amplifier certaines fréquences et vont réduire l'amplitude de certaines autres fréquences. Et ce filtrage est caractéristique de la position de la source. C'est-à-dire que si la source est là, ou si elle est là, ou si elle est là, le filtrage va être différent. Typiquement, souvent on dit que quand une source vient de tout là-haut, il y a pas mal de 8 kHz. Ça veut dire que finalement on va pouvoir utiliser ce filtrage. Notre système auditif, s'il connaît la source, et c'est important, s'il connaît la source, je vais entendre quelque chose et je vais me dire, ok, cette source, normalement, je la connais. Là, ce n'est pas le timbre normal. Ça, c'est un timbre qui est plutôt amplifié en haute fréquence. Ok, la source est là-haut. Et de cette façon, je vais être capable de savoir si la source vient de là, de là, de là, de là. Ou de là, de là, de là, de là, de là. Là, en fait, je viens de lever l'ambiguïté sur les cônes de confusion. Donc, j'ai les indices interauraux qui me permettent de localiser en azimut et les indices spectraux, donc l'analyse du filtrage par mon corps, qui me permet de lever l'ambiguïté sur les cônes de confusion et de déterminer l'élévation de la source. Alors, ce filtrage par mon corps, ce qu'on voit ici, donc les fréquences, l'amplitude, ça c'est la fonction de transfert, le filtrage pour différentes positions de source. Alors 0-45 c'est ça, 0,0, 0,45, 0,90, moins 180, 45, puis derrière, puis moins 180, moins 45. Ce qu'on voit, c'est que ce filtrage, en fait, c'est des pics qui sont assez étroits et qui sont très, très différents selon les positions dans l'espace. Ce qui permet à notre système auditif de les analyser. Malgré cela, alors ça lève en bonne partie l'ambiguïté sur les cônes de confusion, mais il y a encore quelques inversions avant-arrière qui sont levées assez facilement dès qu'on commence un petit peu à tourner la tête. Alors ces indices spectraux, cette ombre créée par mon corps c'est en gros ce qui filtre le son, c'est le buste, la tête, et ça concerne, enfin ça filtre en dessous de 4 kHz, comme on a tous à peu près le même torse et la même tête, à peu près. Le filtrage en dessous de 4 kHz, il est à peu près semblable pour chacun de nous. En revanche, nos pavillons, ils sont vraiment très très différents. Et si nos pavillons sont très très différents, alors les pavillons, ils concernent plutôt un filtrage au-dessus de 4 kHz. Ça veut dire que le filtrage, si j'ai une source qui est ici, qui va être filtrée par mes pavillons, mais comme mes pavillons ne sont pas comme vos pavillons, finalement le son qui va arriver dans mes oreilles, le son de base filtré par mon corps et mes pavillons, va être différent du son que chacun de vous entend, parce que chacun de vous, vous avez des pavillons différents. Voilà. Je n'ai pas parlé de perception de la distance. Pour l'instant, j'ai parlé de perception en azimut, en élévation, je n'ai pas parlé de la distance. Perception de la distance, il y a deux cas. Soit on est en champ libre. Donc champ libre, ça veut dire qu'on est dehors ou dans une salle anéchoïque. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ça veut dire que le son de la source ne se réfléchit pas sur les murs, en gros. Là, on a une décroissance de 6 décibels par doublement de la distance. C'est-à-dire que si j'ai une source qui s'éloigne, si elle perd 6 dB, je peux dire, OK, elle s'est éloignée de moi, sa distance à moi a doublé. Alors évidemment, ça veut dire que je suis juste capable de dire si elle s'approche ou si elle s'éloigne, mais par contre, si elle est statique, je ne peux pas dire où elle est. En fait, je peux quand même, si je connais la source. Si je connais la source et que j'entends que cette source que je connais, elle est très faible, je vais pouvoir dire, OK, j'essaye d'analyser, compte tenu du volume que je connais quand elle est juste devant moi, et du volume que je reçois là, elle doit être à 15-20 mètres. Ça fonctionne, si on connaît la source. Deuxième cas, le milieu réverbérant. Donc là, on est dans une salle, c'est-à-dire que le son de la source
arrive directement vers moi, ça c'est le champ direct, mais le son de la source va aussi taper sur les murs une fois, deux fois, trois fois, avant de revenir à mes oreilles. Et la contribution de tous ces rayons multiples, c'est ce qu'on appelle le champ diffus. Si une source est proche de moi, je vais avoir beaucoup de champs directs et pas beaucoup de champs diffus. Si la source est loin de moi, j'ai beaucoup de champs diffus et pas beaucoup de sons directs. Mon système auditif est capable d'analyser ça, de dire « Ok, là j'ai énormément de champs diffus, donc ça veut dire que la source est loin ». Voilà, et puis si les sources sont très éloignées, l'air absorbe les hautes fréquences du son, et du coup, à partir de 15 mètres, ce chiffre est un peu douteux, mais on a les hautes fréquences qui commencent à disparaître et qui nous aident aussi à évaluer la distance. Voilà, alors si on veut parler de performance de localisation, en azimut, c'est là où on est les meilleurs. En azimut devant, si vous fermez les yeux, je vous envoie une source devant, vous allez pouvoir dire « Ok, la source, elle est ici », avec une précision à peu près de 3 degrés. Si je vous envoie la source sur les côtés, vous allez dire « Elle est là », et vous vous tromperez d'à peu près 10 degrés. Et si je l'envoie derrière, 5 degrés. Et là où on est les plus mauvais, c'est sur les côtés à l'arrière. Globalement, ce qu'on fait, quelle que soit la position de la source, c'est qu'on la ramène vers l'avant. Donc ça, c'était en azimut. En élévation, on est bien moins bon. Devant, on a une précision à peu près de 10 degrés, au-dessus de 13 degrés, 15 degrés derrière et 25 ici. À vrai dire, même sur certaines études, c'est bien moins que ça. Et à nouveau, on décale tout vers l'avant. On veut toujours ramener les sources vers l'avant. Et en distance, ce n'est pas facile de donner des performances parce que ça dépend énormément de la source et du milieu. Est-ce qu'on est en champ diffus ou en champ libre? Est-ce qu'on connaît la source ou est-ce qu'on ne la connaît pas? Quelle est la nature fréquentielle de la source, etc. Alors, là, j'ai parlé de la localisation. Localiser les sources, ça nous permet de dire je ne vois rien, mais j'entends, et là, oui, la trompette est là. Donc c'est pas mal de savoir que la trompette est là et le violon est ici. Mais à vrai dire, savoir que la trompette est là et que le violon est ici, ça va aussi m'aider à séparer les messages de la trompette et du violon et de ne pas les mélanger. Quand on fait ça, quand on arrive à séparer les différentes sources qui nous entourent, on fait une analyse de scène auditive. Et à vrai dire, dans la vraie vie, on fait toujours une analyse de scène auditive. Parce qu'à moins d'habiter dans une chambre anéchoïque, à moins d'habiter tout seul dans une chambre anéchoïque, ce que je souhaite à personne, normalement, autour de nous, il y a toujours du bruit. Alors, s'il y a une source informative, admettons que ce soit une trompette ou un locuteur, cette trompette ou ce locuteur est entouré de bruit, qui peut être un autre locuteur qui ne nous intéresse pas, ou le bruit de la clim, ou le bruit de la rue, mais dans la vraie vie, en fait, on est toujours entouré de bruit. Donc, finalement, on fait toujours de l'analyse de scène auditive, on sépare toujours les différentes sources qui nous entourent et on va chercher la source qui nous intéresse. Cette analyse de scène auditive, elle se fait en 2 étapes. La première étape, c'est le groupement simultané. Alors là, imaginons par exemple qu'on a une flûte et une trompette. Ici, on a en abscisse le temps, en ordonnée la fréquence. Donc disons que les traits bleus, c'est les composantes fréquentielles de la flûte, et les traits rouges, les composantes fréquentielles de la trompette. Là, on a juste 2 notes. La flûte et la trompette, chacun joue une note à peu près en même temps. Alors visiblement, ce n'est pas la même note, d'ailleurs, ici. Vous allez être capable, donc vous ne voyez pas, hein, vous ne faites qu'écouter, vous allez être capable de dire « Ok, là j'entends 2 notes différentes », et vous n'allez pas entendre juste un magma, vous n'allez pas faire le mélange entre la note de flûte et la note de trompette. Alors, pour faire ça, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trier chacune des fréquences bleues, là, et vous allez les grouper ensemble, et dire toutes ces fréquences bleues, elles vont ensemble, c'est une note, la note bleue, et vous allez grouper ensemble toutes les composantes fréquentielles, toutes les fréquences rouges, vous les groupez, et vous dites ça, c'est la note rouge. À cette étape, on ne parle pas de trompette et de flûte, on parle juste de 2 notes. Vous groupez les différentes fréquences bleues, vous groupez les différentes fréquences rouges. Pour faire ça, il y a un certain nombre d'indices temporels, fréquentiels et spatiaux, ceux dont on va parler aujourd'hui. Ok, donc là on a séparé une note de flûte et une note de trompette. C'est la première étape de l'analyse de scène auditive, c'est le groupement simultané. Deuxième étape, la flûte joue plusieurs notes et la trompette joue plusieurs notes. En fait, la flûte, elle fait pam, pam, elle joue 1, 4, et la trompette, pam, 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 elle joue 3 notes, 2, 3 et 5.
vous allez être capable de dire 1 va avec 4, vous allez être capable de regrouper les deux notes de flûte et dire ces deux-là, elles vont ensemble, et c'est la flûte, et vous allez regrouper les notes 2, 3 et 5, et vous direz, non, ça c'est pas une flûte, ces notes-là, c'est la trompette. Et vous n'allez pas mélanger les notes successives de la flûte et de la trompette. Alors, donc là, je parle de flûte et de trompette, mais je pourrais tout à fait parler de locuteurs qui vous parlent en même temps et qui prononcent des mots, des syllabes. Donc 1 et 4, c'est 2 syllabes d'un locuteur A, et 2, 3, 5, c'est 3 syllabes d'un locuteur B. Et bien, vous êtes capable de dire 1 et 4, c'est bonjour, c'est le locuteur A, et 2, 3, 5, c'est Anatole, et c'est le locuteur B. Et vous ne confondez pas bon, na, jour, ou tol, bon, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Vous arrivez à grouper les syllabes successives d'un locuteur à ce locuteur-là. Donc ça, c'est le groupement séquentiel. Alors, je vais commencer par parler de groupement simultané. Si on met un casque sur la tête d'un auditeur, on envoie dans une oreille un A, dans l'autre oreille un I. Normalement, assez facilement, l'auditeur va pouvoir dire « ouais, j'entends A et I ». Maintenant, vous envoyez le A et le I dans les deux oreilles, dans chacune des deux oreilles. Là, ça va être beaucoup plus dur pour l'auditeur de dire « j'entends un A et un I ». Il va avoir tendance à mélanger les deux. Alors, à vrai dire, il n'y a pas que les indices spatiaux qui permettent de séparer le A du I. Il y a des indices spectraux et des indices temporels, donc on peut y arriver quand même. Mais si le A et le I ont la même fréquence fondamentale, par exemple, ça va être très très dur. Pour le bruit, ça marche de la même façon. Imaginons qu'on a deux bruits, un bruit A et un bruit B. Donc le bruit A qui fait psh, le bruit B qui fait psh. On envoie le bruit A, le bruit B. Si vous les écoutez, vous direz, bah ouais, il y a deux bruits différents, un à gauche, un à droite. Par contre, si on envoie dans l'oreille gauche le mélange A plus B et dans l'oreille droite le mélange A plus B, en fait, vous allez entendre un seul bruit, vous allez mélanger les deux bruits et vous le percevrez au centre. Alors, si vous voulez, je peux vous faire écouter ça. Pour que ça fonctionne, puisque théoriquement cette expérience elle a été faite pour être écoutée au casque. Donc tous les sons là que je vais vous jouer, c'est des sons qui ont été faits par Albert Bregman, qui est un chercheur canadien qui travaillait à l'université McGill à Montréal. Normalement, c'est au casque. Donc là, on va le faire sur enceinte. Pour que ça marche, il faut vraiment que vous soyez au milieu. Donc du coup, vous êtes masqué. Je vous encourage à vous serrer bien au centre. Parce que si vous êtes sur le côté, ça ne marchera pas. Normalement, vous avez commencé par entendre les deux sons envoyés dans les deux enceintes, donc vous perceviez un seul son au centre, et après le son A ici, le son B là, et vous deviez entendre deux sons. Je vous le rejoue une fois, et vous me direz si ça va. Évidemment, ça marche bien mieux sur un casque, parce qu'au casque, l'enceinte A va que sur l'oreille gauche, l'enceinte B va que sur l'oreille droite, alors que là, il y a des trajets croisés qui foutent un peu tout. Bon, ça, c'est des expériences de laboratoire avec des bruits. Mais voilà. Bon, dans la vraie vie, évidemment, on n'écoute pas au casque. Dans la vraie vie, il y a des vraies sources. Et ces sources, on les localise à droite ou à gauche grâce à l'ITD ou l'ILD dont je parlais tout à l'heure. Mais dans la vraie vie, vous êtes tout à fait capable, s'il y a un violon là, une flûte là, et même si vous ne les voyez pas, vous êtes capable de séparer la note de flûte et la note de trompette et la note de violon. Ok. Là, j'ai parlé d'analyse de scène de groupement simultané. On a dit qu'il y avait une deuxième étape qui était le groupement séquentiel. Alors, deuxième expérience, là, on va prendre des triplés de bruit blanc, donc ch, ch, ch,
Et ce bruit blanc identique, on l'envoie à gauche et à droite. Donc on va entendre à la fois à gauche et à droite, donc logiquement on devrait le percevoir au centre. Et puis peu à peu, le son du milieu là va décroître, enfin son amplitude va décroître, et les sons sur les bords là vont décroître dans l'enceinte droite. Et alors, bon, on va voir ce qui se passe. Quand on est là-haut, on a dit que logiquement les bruits de chaque côté vont être fusionnés, on va percevoir au centre, donc on devrait percevoir un seul flux, une seule source qui fait une sorte de galop. Et maintenant on va voir ce qui se passe en dessous. And the galloping rhythms gradually come. You can again hear rhythm. This sequence is presented twice. Donc quand on est là-haut, on perçoit une seule source qui fait et quand on est en bas, on entend une source ici qui fait et là. Bon, donc ça, c'est une expérience de labo avec des bruits blancs. Dans la vraie vie, ouais, donc vous avez séparé deux sources. À vrai dire, là, on devrait plutôt parler de deux flux. C'est peut-être pas véritablement des sources. Donc ça marche aussi dans la vraie vie. Imaginons, donc là encore une expérience de Bregman avec des balafons. Les balafons, c'est des xylophones africains. Et il a pris deux balafons qui jouent des mélodies quasi semblables. Alors c'est même peut-être le même balafon qui est enregistré deux fois, je ne sais pas. En tout cas, il joue avec la même tessiture et avec le même timbre. Et alors on va commencer par écouter ça. On va entendre un balafon tout seul, qui est envoyé au centre, enfin qui est envoyé simultanément à gauche et à droite, ce qui revient à dire qu'il est envoyé au centre, et puis il y a le deuxième balafon qui va arriver, lui aussi arriver au centre. Alors quand vous allez entendre le premier balafon, concentrez-vous bien sur la mélodie, vous la rentrez dans la tête, surtout vous la perdez pas, le deuxième balafon va arriver, et essayez de garder la mélodie du premier balafon. Puis le premier va partir, il vous restera le deuxième, donc gardez bien la mélodie du deuxième, puis le premier va revenir. On écoute. L'ingénieur du son connaît très bien ce problème-là. Quand il fait son mix, il a deux guitaristes qui jouent deux trucs différents. S'il place les deux guitares au centre, on confond les deux guitares. Et alors l'ingénieur du son, il va dire non, je sais ce que je vais faire. Je vais en mettre une à gauche et je vais mettre l'autre à droite. On fait ça. On met un balafon à gauche et un balafon à droite. Donc là, je vais vous faire écouter ça. En fait, soit les deux balafons sont au centre, et puis progressivement, en fait, on va en faire passer un à gauche, l'autre à droite, puis ils reviennent au centre. On va voir si ça marche. Demonstrate two parts, the high and low.
Ok, donc j'en ai fini avec l'analyse de scènes auditives. Donc, ces critères spatiaux, nos capacités de localisation nous permettent de localiser les sources, bien sûr, mais elles nous permettent aussi de séparer les différentes composantes fréquentielles des sources et du coup améliorent l'intelligibilité d'une scène sonore. C'est ça qu'on vient de regarder. Maintenant, je vais vous présenter quelques expériences qu'on a faites sur la cohérence audiovisuelle. Jusqu'ici, on a travaillé sur la localisation purement auditive, c'était qu'une source sonore, il n'y avait pas d'image. Mais assez souvent dans la vraie vie, quand on entend un son, on voit l'image associée, et l'image va tout brouiller. C'est-à-dire que notre perception auditive va être complètement chamboulée par la perception visuelle qui va prendre le dessus. Et je vais commencer par une expérience sur l'effet ventriloque qu'on a fait il y a quelques années. Alors, l'effet ventriloque, vous avez tous déjà vu Tataillé. Donc, vous avez la marionnette qui bouge la bouche, et puis il y a le son qui vient des enceintes ou qui vient, s'il n'est pas amplifié, du marionnettiste. Et Tataillé bouge la bouche, le son vient d'ailleurs, et pourtant ça fonctionne très bien, vous êtes persuadé, enfin vous le savez que non, mais ça marche. Vous vous dites, ouais, le son sort de la bouche de Tataillé. C'est l'effet ventriloque. Ça fonctionne. En fait, ça veut dire qu'il y a une attraction visuelle. En fait, vous localisez la source sur la source visuelle, et tant pis pour la source sonore. Alors ça marche tant que l'écart physique entre source visuelle et sonore n'est pas trop grand. Après, au-delà d'un certain écart, ça ne marche plus. En fait, vous dites, bah non, je vois que la source visuelle est là, j'entends que la source sonore est là, mais elles ne sont pas au même endroit, ça ne marche pas là. Si ça ne marche plus, ça veut dire que l'effet ventriloque ne fonctionne plus. Alors, les limites de l'effet ventriloque, selon les études, elles varient entre 3 et 20 degrés. C'est quand même une sacrée variation. Pourquoi ça varie autant ? Parce que ça dépend, 1, de l'entraînement du sujet, 2, du réalisme de la combinaison son-image. En fait, Tataillé, c'est une petite marionnette. S'il a une petite voix comme ça marche. S'il a une voix comme ça, cette petite marionnette-là, vous n'y croirez pas, en fait. Et l'effet ventriloque marchera moins bien. Ça marche, ça dépend beaucoup de l'attention du sujet. C'est-à-dire que si Tataillé dit à son marionnettiste je viens de tuer un type, là on ne va pas se demander est-ce que la source sonore et la source visuelle viennent du même endroit. En fait, il vient de dire qu'il a tué un type, et c'est ça, toute notre attention va être portée là-dessus. Et du coup, l'effet ventriloque sera beaucoup plus robuste. Et puis, il y a la capacité de localisation. Si on brouille les capacités de localisation, l'effet ventriloque, c'est essayer de comprendre si l'écart physique entre source visuelle et source sonore n'est pas trop grand. Mais on imagine bien que cet effet ventriloque va dépendre de nos capacités de localisation du son et de l'image. Si on a des mauvaises capacités de localisation sonore, l'effet de ventriloque devrait être super robuste. Et en fait, c'est le cas. C'est-à-dire que si on brouille, par exemple, la localisation sonore en mettant plein de réverb, en fait, l'effet ventriloque est plus efficace, enfin, fonctionne mieux, est plus robuste. Alors, on a vu qu'en azimut, on était très bon en localisation. Et on a vu qu'en élévation, c'était pas terrible quand même. Donc, assez logiquement, l'effet ventriloque devrait être beaucoup plus robuste en élévation qu'en azimut. On a voulu faire une étude pour vérifier cette chose. Donc, on a pris un acteur, un locuteur, donc il parlait, on l'a filmé en 3D pour que ce soit... pour faire croire que ce soit dans la vraie vie. Donc, on était en stéréoscopie active. Et ce locuteur... donc, il était projeté sur un écran, on voyait sa bouche bouger. Par contre, le son, il était envoyé soit sur sa bouche, soit sur ses haut-parleurs, qui étaient soit distants en azimut, soit en élévation, soit à la fois en azimut et en élévation. Alors, notre locuteur disait « Je m'appelle Louis, ma couleur préférée est le rouge et j'habite à Lyon ». Mais quelquefois, il disait « Je m'appelle Pierre, ma couleur préférée est le bleu et j'habite à Paris ». D'autres fois, il s'appelait Maurice, il habitait à Rennes. Donc, sa phrase changeait. Donc on projetait ça, on faisait écouter ça à des sujets et on demandait aux sujets. Donc il y avait une tâche simple qui est est-ce que la bouche du locuteur semble provenir de la même direction que le son. Donc la première tâche, la première expérience, c'était que ça. Et puis après, on a fait passer une deuxième expérience dans laquelle on demandait au sujet qu'est-ce que vient de dire le bonhomme sur l'écran. Donc il devait répondre, il a dit qu'il s'appelait Pierre, qu'il préférait le rouge et qu'il habitait à Lyon.
Et dans un deuxième temps, on lui demandait maintenant, est-ce que tu trouves que l'image et le son provenaient du même endroit? En fait, en faisant cette deuxième expérience, on a attiré l'attention du sujet sur autre chose que l'effet ventriloque. Et voilà les résultats qu'on a trouvés. S'il existe un écart en azimut, donc si la source visuelle est là, s'il existe un écart en azimut, comme ça, la précision de localisation est bonne. On a dit qu'on était bon en azimut. Donc la précision de localisation est bonne. On arrive bien à localiser la direction du son. Et la limite de l'effet ventriloque, le moment à partir duquel on n'y croit plus, elle est entièrement déterminée par l'écart physique entre image et son. Ça veut dire que quand on demandait au sujet de répéter « il s'appelle Maurice, il vient de Lyon, il aime le rouge », en fait, ça ne changeait rien du tout. Qu'on lui demande ça ou qu'on ne lui demande pas, l'attention vers la sémantique ne changeait absolument rien à la tâche, à la robustesse de l'effet ventriloque. Et du coup, on avait une variabilité interindividuelle qui était assez faible parce que nos capacités de localisation en azimut, elles sont toutes assez semblables. En revanche, si image et son sont éloignés uniquement en élévation, donc on est comme ça, à ce moment-là, la précision de localisation du son est mauvaise. Et la limite de l'effet ventriloque n'est pas uniquement déterminée par l'écart physique entre image et son, mais elle est aussi déterminée par l'attention du sujet. Et là, quand on demandait au sujet comment est-ce qu'il s'appelle, quelle est sa couleur préférée, là, ça changeait complètement les résultats de l'effet ventriloque, et l'effet ventriloque était beaucoup plus robuste. Peu importe si l'image vient du son ou pas, il a dit que sa couleur préférée était le rouge. C'est ça qui est important. Bon, ça c'était une expérience sur l'effet ventriloque, une expérience assez fondamentale, c'était pas appliqué. Et comme on est dans une école de cinéma, on s'est dit, mais voyons, au cinéma, il y a une image, il y a du son, l'image et le son ne sont pas forcément cohérents, comment on s'arrange avec l'effet ventriloque au cinéma? Alors, voilà un cinéma un peu typique, enfin en 5.1, aujourd'hui on fait mieux, mais donc voilà l'écran, derrière l'écran, l'enceinte gauche, l'enceinte centrale, l'enceinte droite. Donc l'écran est micro-perforé, il laisse passer le son. Et puis à l'arrière et sur les côtés, donc côté gauche, surround gauche, et côté droit, surround droit. Et toutes ces enceintes bleues diffusent la même chose, toutes les enceintes vertes diffusent la même chose. Au cinéma, les dialogues sont toujours envoyés sur l'enceinte centrale, toujours. Même si le personnage est complètement au bord de l'écran. Et alors pourtant, enfin, surtout si vous êtes devant, à l'avant au premier siège, l'écart entre source visuelle et source sonore, si le personnage est au bord de l'écran, on est largement au-dessus des 3 degrés dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire que normalement, l'effet ventriloque ne fonctionne plus. Et pourtant, au cinéma, depuis toujours, on envoie les dialogues au centre. C'est bizarre, ça. Alors, en effet, en élévation, on sait qu'on n'est pas bon en localisation, donc l'effet ventriloque est très robuste. Du coup, on envoie le dialogue ici, mais si la voix est là-haut, finalement, ça ne va pas gêner, l'effet ventriloque est robuste. Donc, élévation, pas de problème. La profondeur, au cinéma, on y fait assez attention. Et quand un personnage est devant, on va le prendre, on va faire la prise de son en proximité. Si le personnage est loin, soit on fait la prise de son loin, soit on fait la prise de son en proximité et en post-prod, au mixage, on rajoute de la réverb. Donc, au cinéma, on fait assez attention à essayer de restituer une profondeur réaliste. Pourtant, alors j'en ai pas parlé avant, mais pourtant, l'effet ventriloque en profondeur est très, très robuste. Alors du coup, c'est étrange. Au cinéma, on se moque de l'effet ventriloque en azimut, c'est-à-dire qu'on a des grands écarts entre sources visuelles et sonores alors que l'effet ventriloque n'est pas robuste. Et par contre, on fait très attention à rajouter de la réverb pour éloigner la source, alors qu'a priori, la profondeur, c'est pas très grave parce qu'en profondeur, l'effet ventriloque est très robuste. C'est étrange. Donc on a fait une nouvelle expérience dans laquelle on a tourné des images et puis on a pris des images existantes aussi en cinéma 3D. Cinéma 3D pour avoir une restitution visuelle de la profondeur un peu meilleure qu'en 2D. Alors on a pris plein de cas différents avec des bruits d'objets, des dialogues, etc. Et on a fait 2 types de mixages, soit des mixages cohérents, soit des mixages cohérents audiovisuels, soit des mixages non cohérents audiovisuels, à la fois en azimut et en profondeur. Donc typiquement ici on a un cycliste. Donc soit le cycliste, le bruit du vélo, on l'envoyait toujours dans l'enceinte centrale, alors que le cycliste va traverser l'écran, soit
au fur et à mesure que le cycliste traversait l'écran, on faisait passer le son du vélo de droite à gauche. Et la question qu'on posait au sujet, c'est à quel point jugez-vous que le son de la séquence est adapté à l'image? Et du coup, il devait juger avec un slider, pas adapté du tout, très adapté. Voilà les résultats. En azimut, les sujets ont préféré quand les séances étaient cohérentes audiovisuelles. Les gens ont préféré quand l'image et le son venaient du même endroit, alors qu'on ne fait pas ça au cinéma normalement. Et en profondeur, alors que d'habitude on fait attention à la profondeur au cinéma, les sujets n'ont pas particulièrement préféré quand la source visuelle et la source sonore étaient cohérentes. Bizarre. Bon, alors donc on a remis en cause les conventions de mixage au cinéma, grosse affaire. Et après ça, on s'est dit comment ça se passe pour la musique, notamment pour la musique live. Alors en musique live, assez souvent, en tout cas jusqu'ici, c'est en train de changer peu à peu, mais la restitution se fait sur 2 enceintes, en soi-disant stéréo. Alors le problème, c'est que, donc vous voyez cette guitare-là, cette guitare est placée au centre de la scène, on l'envoie à la fois dans l'enceinte gauche et l'enceinte droite pour faire croire qu'elle est au centre, et en effet, un spectateur qui se trouve dans la zone verte, là, va dire oui, la guitare est au centre. Mais par contre, si le spectateur est à côté de l'enceinte droite, il va dire non, la guitare elle est à droite. Et si le spectateur est à côté de l'enceinte gauche, il va dire la guitare elle est à gauche. Donc il y a une distorsion de la scène spatiale, de la scène sonore, quoi. Et cette distorsion, elle est d'autant plus importante que les sources ne sont pas envoyées au même endroit. Si on met une batterie ici, une guitare là, une basse ici, une trompette là, la distorsion de l'espace va être très très grande entre un spectateur placé au centre, ou plutôt à gauche, ou plutôt à droite. Pour réduire cette distorsion, bien que ça ne l'élimine pas, mais ça la réduit, en fait, ce que font les ingénieurs du son, c'est qu'ils envoient tout au centre, en fait. C'est-à-dire que, finalement, certes, notre spectateur droit entendra tout à droite, mais tout ensemble. C'est-à-dire que tout le monde entendra toutes les sources à peu près cohérentes. En fait, quand vous allez voir un concert, vous dites, il y a 2 enceintes, j'écoute de la stéréo, à vrai dire, pour la plupart des sources, vous écoutez de la pseudo-mono, parce que les sources sont envoyées identiquement à gauche et à droite. Alors, il y a un nouveau procédé qui est sorti il y a quelques années et que les fabricants d'enceintes, de systèmes de sonorisation utilisent de plus en plus, qui est basé sur la Wave Field Synthesis. Wave Field Synthesis, en fait, c'est une reconstruction physique du champ sonore, du champ acoustique, et on peut faire ça si on a plein d'enceintes. Voilà, il y a plein d'enceintes ici. Et en jouant sur le retard entre les enceintes, on est capable de créer une onde sonore, en fait, qui correspondrait à l'onde sonore de la guitare si elle était là, non sonorisée. Cette WFS, c'est fantastique parce que ça nous permet de faire autre chose que de la mono. Ça nous permet de spatialiser les sources qu'on ne pouvait pas faire avant. Et les ingé-sons et le public sont à peu près tous d'accord pour dire c'est bien mieux avec la WFS. C'est vraiment mieux parce que les sources sonores et visuelles viennent du même endroit. Donc ils attribuent tous ça à la cohérence audiovisuelle. Mais nous, on s'est quand même posé la question, en fait, est-ce que ce qu'ils aiment tous, c'est vraiment la cohérence audiovisuelle ou c'est juste le fait qu'avec la WFS, on peut spatialiser les sources, donc on envoyait une à gauche, une à droite, mais on a vu tout à l'heure que si on arrivait à spatialiser les sources, on les séparait mieux. Si elles étaient toutes envoyées au même endroit, on avait du mal à les séparer, on mélangeait tout. Donc finalement, peut-être que si les gens préfèrent la WFS, c'est pas du tout parce qu'il y a une cohérence audiovisuelle, mais juste parce que la WFS permet une spatialisation que la stéréo ne permet pas. Donc on est allé faire une nouvelle expérience, on est allé filmer 3 concerts, un concert de musique ancienne, un concert de jazz et un concert de rock, de funk. Donc on les a filmés en 3D et on les a enregistrés en multipiste. Et puis après, on a demandé à 3 ingénieurs du son qui n'étaient pas là au concert, donc qui ne connaissaient pas la disposition scénique, de mixer les multipistes qu'on leur donnait. Et alors ces 3 ingé-sons, le premier mix qu'ils ont dû faire, ils n'avaient pas l'image. Comme ils n'étaient pas là au concert, ils ne savaient pas où étaient les sources. Donc ils ont pu mixer. Alors les mix étaient tous en WFS, donc ils pouvaient spatialiser. On leur disait même, allez-y, lâchez-vous, spatialisez. Donc ils spatialisaient les sources, mais puisqu'ils n'avaient pas l'image, ils les spatialisaient comme ils voulaient, quoi. Et dans un deuxième temps, on leur a demandé un deuxième mix en leur envoyant les sources sur l'écran. Et là, on leur a dit, maintenant, vous refaites le mix, mais vous spatialisez les sons sur l'image. On avait donc un mix cohérent, et le premier mix qui était non cohérent. Et ces 2 mix, on les a ensuite joués à des sujets
qui devait juger ce qu'il préférait. Donc, nos sujets, enfin, on les passait un par un. Le sujet était là, dans une salle. Cette salle, elle était entourée de plein d'enceintes pour pouvoir faire une restitution WFS. On avait ici un vidéoproche, une projection 3D, c'est un écran micro-perforé. Et on demandait au sujet de dire « j'ai vraiment préféré ». Donc, on leur envoyait le mix non cohérent, puis le mix cohérent. Alors, ils pouvaient cliquer, hein, écouter l'un, écouter l'autre, et ensuite, on leur demandait lequel vous avez préféré. Donc, ils devaient juger avec un slider, j'ai vraiment préféré le A ou le B. Évidemment, ils ne savaient pas ce qu'ils écoutaient. Et alors, dans un premier temps, on leur a demandé leur préférence, et dans un deuxième temps, on leur a demandé d'estimer la meilleure intelligibilité, le meilleur réalisme, la meilleure restitution timbrale, le meilleur enveloppement et la meilleure précision de localisation entre le mix cohérent et le mix non cohérent. Enfin, entre A et B, puisqu'ils ne savaient pas qui était qui. Et puis cette expérience, on l'a faite sans vidéo et avec vidéo. C'est-à-dire que les sujets ont commencé à faire cette expérience sans voir les sources, et ensuite on leur envoyait la vidéo. Donc là, la notion de cohérence audiovisuelle prenait du sens. Voilà les résultats. Donc, en abscisse, la préférence, intelligibilité, timbre, immersion, précision de localisation, réalisme, et en ordonnée, de moins 50 à plus 50, j'ai vraiment préféré le mix non cohérent ou j'ai vraiment préféré le mix cohérent. La courbe bleue sans vidéo, la courbe verte avec vidéo. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'avec la vidéo, les sujets ont vraiment préféré le mix cohérent. Alors là, on peut se dire, OK, en fait, ils aiment la cohérence. En fait, pas tout à fait, parce qu'on a deux mix différents, mais les deux mix sont différents, indépendamment du fait qu'un mix est cohérent et l'autre non cohérent, les deux mix sont différents. Et peut-être que les sujets préfèrent le mix cohérent, non pas parce qu'il est cohérent, mais parce qu'ils préfèrent ce mix-là où la trompette est là et pas ici. Ça, ce serait possible. Donc, du coup, on a regardé si les sujets préféraient le mix cohérent quand ils n'avaient pas la vidéo. Quand ils n'avaient pas la vidéo, les sujets ne préféraient pas le mix cohérent. Ça veut dire que ce qu'ils aimaient, ce n'était pas le mix qui se trouvait être cohérent, mais c'est bel et bien la cohérence. Alors par contre, intelligibilité, timbre, immersion, précision de localisation, rien du tout, on est à zéro, les sujets n'avaient pas de préférence. Les sujets trouvaient que le mix cohérent était un peu plus réaliste que le mix non cohérent. Voilà, donc si je veux conclure sur toutes ces petites manips que je vous ai montrées, en distance et en élévation, on a vu qu'on avait un effet ventriloque robuste. Effet ventriloque robuste parce qu'on n'est pas bon en localisation sonore, en distance et en élévation. En revanche, au cinéma, l'effet ventriloque n'est pas aussi robuste parce qu'on est bon en localisation, et c'est la seule chose importante, et du coup, cet effet ventriloque en azimut n'était pas dépendant des aspects sémantiques. Que notre locuteur habite à Marseille ou Lyon, on lui demande ça, ça ne changeait rien. Sur l'étude au cinéma, on a vu que la cohérence en azimut était souhaitée, alors que généralement, elle n'est pas respectée puisque les dialogues sont toujours envoyés dans l'enceinte centrale. Au cinéma, on a vu que la cohérence en distance n'était pas spécialement souhaitée, alors qu'au cinéma, on fait très attention à envoyer de la réverb quand une source est loin sur l'image. Et pour la musique filmée, on a vu que la cohérence en azimut était préférée et qu'elle semblait être un facteur de réalisme. Alors, j'en ai fini pour ces trois manips. Alors, soit on passe aux questions tout de suite, si vous en avez. Ça serait plutôt bien, vu qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Alors, on peut faire ça. Je pense qu'en tout cas, merci. Et déjà, je propose qu'on applaudisse notre conférencier. Pour cet exposé très, très éclairant et très pédagogique sur les aspects de perception spatiale. Je pense qu'on a vraiment couvert énormément de choses grâce à cet exposé. Et donc, je suis sûr qu'il y a des questions, des petites explications ou des remarques par rapport à des choses que vous voudriez éclaircir davantage. Alors, on a 5 minutes, 10 grand max. Là, oui. Ouais, bonjour. Du coup, j'avais une question. Vous avez dit que l'oreille elle pouvait séparer les sources
Mais comment ça se passe concrètement? Comment elle fait pour savoir qu'il y a une trompette et une flûte ou qu'il y a deux personnes Alors, du coup, il y a deux parties. Il y a le groupement simultané où on sépare les différentes fréquences simultanées. On dit toutes ces fréquences-là vont ensemble, c'est une note de trompette. Toutes ces fréquences-là vont ensemble, c'est la flûte. Et donc ça, c'est le groupement simultané. Et ensuite, il y a le groupement séquentiel où on regroupe les différentes notes successives de flûte en disant ça, c'est la flûte. Et on regroupe les différentes notes successives de trompette, on dit ça, c'est la trompette. Donc c'est vraiment deux mécanismes différents. Pour le premier, en gros, imaginons par exemple que la trompette joue du 100 Hz, accompagnée de ces harmoniques 200, 300, 400, 500, 600, etc. En fait, tous ces harmoniques-là, la trompette est devant, donc tous ces harmoniques-là, toutes ces fréquences-là vont arriver en même temps aux deux oreilles. Par contre, la flûte, imaginons que la flûte joue du 150 Hz, ah non, pas 150, ça va pas marcher, 120 Hz, donc 120, 240, 360, etc. Et la flûte, elle est là, donc elle n'arrive pas en même temps à mes deux oreilles. Et bien, mon système auditif va prendre toutes les fréquences qui n'arrivent pas en même temps entre les deux oreilles et les grouper ensemble. Et va dire ça, c'est notre but. Merci. D'autres questions là? J'en vois une ou deux là. Merci. Alors, je voulais savoir pour la dernière expérience où on filmait les musiciens, à quoi servaient les haut-parleurs arrière? Est-ce que c'était pour la réverb, pour restituer l'espace? Ouais, vu qu'on avait des films de face, quoi. Merci. Ouais, c'est exactement ça, en effet. Finalement, cette spatialisation sonore, mais même le 5.1 au cinéma, en fait, dans les enceintes arrière, c'est rarissime qu'il y ait des sources à l'arrière. Les enceintes arrière, elles sont là pour les ambiances, et là, c'était notre cas. Alors, pour le rock-funk, là, à un moment, dans le mix non cohérent, il y avait une guitare qui tournait, comme ça. Mais à vrai dire, dès qu'il y a une image, ça marche plus, ce truc-là, parce qu'on a toujours une relation frontale aux musiciens dans les concerts, pour l'instant, à part quelques petites choses, les concerts, c'est toujours très très frontal en fait. Mais ça existe. Enfin, les compositeurs italiens baroques faisaient ça déjà, placer le public au milieu de la place Saint-Marc et avec des musiciens partout autour. Et aujourd'hui, il y a plein de systèmes multi-HP avec des sources qui partent derrière. Avec la musique électro, c'est devenu même non confidentiel, quoi. Mais on a quand même souvent cette relation frontale. Ok, on va prendre une dernière question, s'il reste une... j'en vois deux, alors allez, on fait les deux. Oui, bonjour. Du coup, je me demandais, vous avez montré des exemples avec de la vidéo, c'était avec des vrais acteurs. Est-ce qu'on voit les mêmes résultats des expériences avec des films d'animation, par exemple? Est-ce que le fait que ce soit des images qui soient réalistes joue un rôle sur la localisation et notre acceptation des choses un peu étranges dans le mix? Eh ben, on a vu que pour l'azimut, la seule chose qui compte, c'est l'écart physique entre les sources, et que le détournement de l'attention vers une tâche sémantique changeait rien. Il y a fort à parier que le réalisme, en fait, se soit assimilé à ce truc-là, en fait. Donc, je dirais, en azimut, ça n'a pas d'incidence. En élévation, peut-être un peu. Après, on ne l'a pas testé, mais... Et donc, on va pouvoir bénéficier de la dernière question pour cette conférence. Vous avez décrit des capacités on va dire, de l'espèce humaine, mais est-ce que ça s'étend, par exemple, à tous les mammifères, tous les vertébrés? Puis inversement, à l'intérieur de l'espèce humaine, est-ce que c'est depuis le premier vagissement du bébé qu'on a ces capacités-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui naît, qui se développe pendant les premiers temps? Ouais, alors c'est le cas. En fait, les mécanismes d'analyse de scène auditive, on dit qu'il y a des mécanismes innés, primitifs, et des mécanismes par apprentissage. Il y a les deux qui coexistent, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il naît, pour tester son audition, en fait, on fait ça, et en fait, l'enfant va se tourner, c'est-à-dire qu'il va être capable de dire, ok, là-dedans, il y a la clim, mais j'entends un truc ici et je me tourne, donc il a bien localisé une source qui pourtant on ne connaît pas, il vient de naître. Par contre, on sait qu'on localise mieux les sources qu'on connaît. Si
on est ensemble autour d'une table, que tout le monde parle, il y a un brouhaha, votre téléphone sonne, vous allez entendre votre téléphone et moi je ne l'entendrai pas. Et ce qui se passe, c'est que les fréquences, pourtant on entend tous les deux les fréquences de votre téléphone qui arrivent à notre système auditif, mais vous, en fait, vous allez faire une sorte de crible, vous allez dire, voyons, ces fréquences, est-ce que je les connais? Vous les renvoyez, et vous voyez, est-ce que... Enfin, on dit que c'est top-down, c'est-à-dire que ça revient du cerveau et ça redescend au système auditif, quoi. Donc les deux existent. Voilà. Et chez les animaux, c'est compliqué. En fait, le top-down chez les animaux, on peut penser que on n'a pas la même intelligence, donc c'est sans doute un peu différent. Après, même au niveau périphérique, on n'a pas tous les mêmes oreilles. Par exemple, les crocodiles, en fait, ont les deux oreilles qui communiquent, en fait. Donc, il y a un trou entre l'oreille gauche et l'oreille droite, ce qui fait que les notions d'ITD et d'ILD n'ont plus rien à voir, en fait, parce que le son ne fait pas le tour de la même façon, quoi. Très bien, nous terminerons sur l'audition du crocodile, mais sans pouvoir faire un petit tour de trottinette. C'est bien dommage, mais en tout cas, merci beaucoup Mathieu, et je vous prie de l'applaudir à nouveau.